Good afternoon. Bonjour, chers participants, chers collègues. Que vous soyez ici en personne, mais également en ligne avec nous. Nous allons poursuivre avec notre ordre du jour. Nous en sommes à la 4e séance, la dernière du jour. Regardez vers l'horizon ou au-delà. Nous allons revenir sur certaines questions clés et aussi les pistes potentielles pour la communauté mondiale de politique et de pratique de la gamme. Alors, je sais que nous avons certains intervenants en ligne. Je suis Hardy Gizender, je suis chercheur principal au programme pour les munitions et armes classiques de l'UNIDIR. Et à mes côtés se trouve Mathilde, chercheuse associée, également dans le même programme pour les munitions et armes classiques de l'UNIDIR, et Andrea Varisco, chercheur principal associé aussi et qui travaille à l'UNIDIR en tant que consultant. Andrea, que nous n'avons pas encore présenté, permettez-moi de le faire. Il est toujours chercheur principal associé au CIPRI et il était auparavant directeur du programme sur les transferts d'armes du CIPRI, entre autres fonctions au sein de CIPRI. Il a travaillé également en matière d'analyse pour la recherche sur les conflits et les armements et a de nombreuses expériences sur le terrain, principalement dans les pays touchés par les conflits au Moyen-Orient, en Asie du Sud et Afrique subsaharienne. Andrea est également expert indépendant, pas uniquement auprès de l'UNIDIR, d'ailleurs, auprès d'autres organisations. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce soir, avec Mathilde, pour les 20 à 25 prochaines minutes. J'aimerais revenir sur ce dont nous avons parlé tout au long de la journée. Un outil, un sondage en ligne, un questionnaire bref que nous vous avons soumis pour y consigner certaines informations. Alors, Mathilde va nous en faire un compte-rendu bref et concis. Nous avons reçu quelques réponses déjà. Ceci nous permettra de résumer les informations saisies et cela nous donnera également de quoi étayer nos discussions avec Andrea, qui restera concis et qui également nous livrera ses réflexions sommaires sur les discussions riches et nourries que nous avons eues, toutes les connaissances, les expériences partagées grâce aux parties prenantes qui ont pu être avec nous et qui ont intervenu tout au long de la journée. Nous aurons quelques minutes pour poser vos questions, avoir également des contributions de la part des participants et participantes, et puis nous passerons à la séance de clôture. Sans plus attendre, je me tourne vers Mathilde. Merci Hardy. Comme vous l'avez dit, je vous propose de résumer les réponses que nous avons reçues sur ce sondage en ligne. Les 3 premières questions qui vous ont été posées, nous avons reçu surtout des réponses de la part des représentants du gouvernement et des organisations des Nations Unies, mais également d'autres organisations. Pour ce qui est de l'expérience, la plupart des participants ont plus de 15 ans d'expérience dans le domaine.
Tout le monde n'a pas encore pu répondre, bien sûr, à ce sondage, mais cela montre à quel point nous avons une bonne représentation aujourd'hui. Les régions les plus représentées sont les Amériques, Afrique. Vous avez toujours le temps, bien sûr, de saisir vos réponses dans le sondage en ligne. Première question du questionnaire qui concerne la contribution de la gamme aux différents instruments de mise en œuvre. La plupart d'entre vous, que la gamme contribue à la mise en œuvre du protocole contre les armes à feu, également pour l'ITI, les programmes d'action, et s'ajoute à cela le cadre mondial pour la gestion des munitions et le traité sur le commerce des armes. Deuxième question, les approches intégrées de la gamme dans les autres efforts et cadres existants. Les participants ont rappelé l'importance de proposer des formations complètes aux différentes agences et organisations, intégrer la gamme dans les législations à l'échelle nationale. Les participants ont également fait mention de la gamme comme outil utile dans différents processus, notamment pour éviter la radicalisation de la jeunesse et donc l'importante d'impliquer les jeunes lorsque l'on parle de gestion des armes à feu et munitions et autres cadres y afférents. Autre point qui m'a semblé important, le dialogue multipartite et notamment les évaluations conjointes en matière de gamme. J'ai vu qu'il était pas question d'intégrer les programmes SSR et processus pertinents. C'est là un résumé, bien sûr. Nous avons plus de détails, mais je pense que nous pouvons maintenant passer à la question suivante. Les enseignements clés tirés de ce symposium. Vous avez été nombreux à mentionner les expériences nationales et surtout du NATCOM, des pays qui en sont dotés, les mécanismes qui ont été très intéressants pour les participants, l'état d'avancement en matière de NATCOM, l'importance du renforcement des dialogues, mais aussi en restant bien concentré sur les spécificités contextuelles et environnementales, l'importance des changements politiques à l'échelle nationale, et l'importance de la stabilité financière lorsque l'on parle d'intégrer les approches gamme à différents niveaux. Y a-t-il d'autres ajouts? Non, pour l'instant, je pense que nous pouvons passer à la question suivante. Les catalyseurs pour renforcer les cadres gamme nationaux efficaces. Le pourcentage le plus élevé de réponses concernées la volonté politique et l'existence de cadres juridiques qui pourraient faciliter le renforcement et l'élargissement des cadres en matière de gamme. S'ajoute à cela l'importance des approches et stratégies nationales, les capacités nationales, la coopération entre les différentes parties prenantes. Pour ce qui est des questions clés nécessaires à la bonne coopération et assistance internationale en matière de gamme, bien sûr, la volonté politique, s'ajoute connaissance de ce qui existe, comment demander une assistance, la compatibilité entre les politiques nationales et les priorités des Nations Unies. La capacité à en parler. Il y a aussi mention du manque de coordination, collaboration, échange d'informations à l'échelle nationale. Il ne s'agit pas uniquement de sensibiliser pour demander des ressources, mais de le faire aussi à l'échelle nationale. Enseignement tiré, évaluation, autant de points lacunaires. Il y avoir besoin de coordination et d'assistance pour aider les pays en matière d'évaluation. Autre question,
Quelles sont les idées ou suggestions qui, selon vous, pourraient permettre de renforcer la coopération et l'assistance internationale en matière de gamme? On parle des renforcements des différents mécanismes comme Gaza, les élargir, intégration dans d'autres approches, notamment Human Aid, avoir des approches ascendantes, des dialogues pluripartites, nous en avons parlé, de plus grand nombre de partenariats à l'échelle régionale, mais également internationale. Renforcer les capacités également. Les informations nouvelles que vous avez pu collecter au fil de cette journée, eh bien, les approches globales en matière de gamme, le partage de connaissances, l'importance d'adapter les législations nationales, les cadres globaux, évaluer les budgets et les capacités financières pour le volet exécution de ces cadres. Tout le monde concorde sur le fait que le symposium a été une bonne occasion de se rassembler, de faire part de nos expériences et de rappeler l'importance de ce type d'exercice. De manière générale, je pense que pour toutes et toutes, cela a été une occasion de partager des connaissances, mais aussi d'en apprendre davantage sur les autres perspectives, les perspectives nationales, des Nations Unies, perspectives régionales. Je pense qu'il y a encore 2 points. Les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu et quelles sont les prochaines étapes. Tout d'abord, les questions non répondues. Il y en a une qui, je pense, s'adresse au Nigeria, à savoir comment les Nations Unies peuvent prêter davantage main forte au dialogue avec les gouvernements, avec l'exemple du Nigeria qui permet de la création de centres nationaux, mais je pense que c'est plutôt une question aussi qui a trait au soutien plus général des Nations Unies à l'échelle plus locale, nationale. Des outils aussi pour pouvoir suivre l'état d'avancement à l'échelle nationale en matière de gamme. Et que nous réserve l'avenir, je pense que c'est là ce qui, voilà, évidemment, est une question qui nous concerne tous. La plupart de nos participants ont déclaré qu'à l'avenir, il faut croître les connaissances, l'information, partage d'expériences entre les différentes parties prenantes. C'est l'étape la plus importante qui a été identifiée pour l'avenir, mais également renforcer les capacités, améliorer la coopération internationale, soutenir la mise en œuvre de ce cadre mondial à l'échelle nationale et permettre d'avoir accès à des services en matière de recherche et connaissances sur les produits et que tout ceci soit mis à la disposition et porté à la connaissance des pays. Ça ajoute mieux comprendre les conséquences en matière de genre, de l'exécution des cadres, non pas uniquement à l'échelle régionale, mais aussi multilatérale. Bien sûr, vous pouvez toujours répondre à ces questions. Nous allons bien sûr tout conserver. Et cela nous permettra de tirer les bons enseignements de ce type de symposium. Et cela nous permettra de mieux identifier les étapes les plus utiles à l'avenir. Je me retourne vers Herty pour reprendre la modération et je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci infiniment, Mathilde, pour ce résumé. On voit qu'il y a eu des points tout à fait intéressants qui ont été soulevés en ligne et pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris le temps d'apporter leur pierre à l'édifice en répondant à ces questions, nous pouvons continuer à apporter nos réponses. Et j'aimerais rappeler qu'il s'agit d'un outil et toute information qui sera saisie sera bien conservée en toute sécurité par l'UNIDIR et ne sera utilisée qu'aux fins escomptées, à savoir tout ce qui a trait à la rédaction des rapports après ce symposium. Et ensuite, une fois que le rapport sera rédigé, les informations seront supprimées définitivement.
C'est à vous, Andrea. Merci. Merci, Hardy. Merci pour cette présentation. Bonsoir à tous et à toutes, ici et chez vous. J'ai la rude tâche de résumer les questions clés et d'identifier la voie à suivre. Je sais également que l'heure tourne. J'ai 25 pages de notes que j'ai réussi à résumer et contraindre sur 2 pages uniquement. Donc, nous avons couvert nombre de thèmes, Mathilde nous en a parlé. Je vais simplement essayer de mettre en lumière les points saillants. Toutes mes excuses si certains points seront omis. J'ai essayé vraiment d'axer mon intervention sur les points les plus saillants. Ce matin, nous avons commencé par les discours liminaires et remarques de bienvenue, également la première séance sur le cadre mondial pour la gestion des armes et des munitions tout au long de leur durée active avec les engagements et les cadres normatifs existants. Nous avons entendu parler de l'agenda pour la paix du secrétaire général qui place en son cœur la lutte contre le trafic illicite et la gestion des armes à feu et munitions. Nous avons également entendu ce qui a été lancé par le Bureau des affaires du désarmement des Nations Unies avec des instruments régionaux également, comme la CIFTA, Convention interaméricaine, et ce que fait l'OEA. Et cette première séance nous permet d'identifier des points clés. Tout d'abord, l'importance des approches régionales. Nous en avons parlé. Cela nous permet d'avoir une approche, une vision plus nationale. Et nous l'avons entendu après. Et puis également d'avoir les contributions des participants qui nous permettent de voir quels sont les défis. On a des points qui ont été mentionnés dans la volée questions-réponses qui ont été tout à fait intéressants. Tout ce qui fait écho à nos réalités, surtout dans les zones touchées par les conflits. Le détournement peut atteindre 80% pour ce qui est lié aux entreprises privées et leurs armes. Des défis en matière de mise en œuvre aussi de ces cadres normatifs. L'importance des données, évidemment, surtout pour bien comprendre les modalités de détournement en Amérique latine. Nous voyons que le détournement a surtout lieu après un transfert licite. Nous avons une manifestation parallèle tout à fait intéressante avec l'assistance des Nations Unies tout au long de la gestion des armes à feu et munitions tout au long de leur durée de vie utile, et notamment la part du Bureau des affaires de désarmement, le DPO, Département des opérations de paix, qui a permis d'aborder le volet financier de la gestion des armes à feu et munitions. Et nous avons également entendu comme j'ai dit, une autre DA, différentes expériences, perspectives, et qui nous ont permis de voir quelle est l'assistance proposée dans toute la sphère des Nations Unies. Et puis nous avons eu la présentation de Simonetta pour une coordination plus cohérente avec des évaluations conjointes, mais avoir des approches coordonnées plus cohérentes également, qui, par effet de ricochet, permettrait d'avoir une approche cohérente au financement, ce qui permettra in fine d'avoir une exécution plus satisfaisante. Ceci pour bien comprendre la valeur ajoutée de l'intégration. J'ai également noté de la présentation de M. Prince que lorsque les secrétaires généraux se succèdent aux Nations Unies, nous avons un nouveau volet à présenter en matière de gestion des armes à feu et munitions. Donc nous devons continuer à parler de ce thème, notamment l'horizon 2030. Nous avons en outre entendu parler des différents États, autorités nationales qui ont déployé des programmes et des évaluations de référence de gestion d'armes à feu et munitions, la République centrafricaine, Nigeria, Libéria, Niger, Burkina Faso, entre autres pays qui nous ont fait part de leurs perspectives nationales. Ceci nous a permis de voir quelles étaient leurs difficultés
propre, les enjeux également qui peuvent parfois varier, notamment avec la Somalie et la question de l'embargo. Et ce qui ressort d'ailleurs du sondage, c'est le caractère crucial de la volonté politique, l'importance aussi de l'évaluation, d'avoir une appropriation nationale, d'avoir différentes parties prenantes impliquées. Chaque pays a sa propre expérience, des défis qui lui est propre. Certains défis, néanmoins, sont identifiés dans différents pays et similaires, notamment la création de cadres normatifs réglementaires. Différents représentants des gouvernements ont parlé de plans d'action, procédures opérationnelles permanentes, des stratégies nationales, plans d'action nationaux, avec une vision à long terme aussi, avoir une vision de la gamme à long terme. Évidemment, cela ne permet pas de tout résoudre d'un coup de baguette magique, mais d'avoir plutôt des processus efficaces sur le long terme, grâce à une bonne planification. Différents États ont également fait mention de l'importance des instruments nationaux et régionaux qui doivent être intégrés dans ces cadres normatifs. Nous en avons parlé dans cette séance précédente. Des enjeux communs, comme je l'ai dit, des problèmes de financement, d'autres problèmes plus techniques, des problèmes en matière de machines qui permettent de marquer les armes, etc. La nécessité d'évaluer. Différents pays ont mentionné l'assistance proposée par différents prestataires et parties prenantes. La dernière séance, maintenant, celle qui précède mon intervention, nous avons eu 3 organismes d'exécution. Nous avons l'approche de l'assistance par Madame Marina Vidal-Mézé, qui nous a fait part de différentes expériences. Elle est revenue sur ce qui a été dit précédemment, en insistant sur l'importance des organisations régionales qui doivent partager les informations et débattre des évolutions communes et des expériences communes. Puis nous avons entendu le MAG, qui parlait du caractère d'interconnexion et de coopération, et de la coopération est la seule chose qui nous permet d'avancer pour que nous puissions être sur une voie durable et efficace. Puis nous avons également Imayo du CAR qui nous a parlé du détournement et ces différentes manifestations. Ça peut être fuite au niveau des lieux de stockage, mais aussi les retransferts illégaux et une utilisation illicite. C'était l'occasion aussi qui vous est donnée d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de ces organisations et qui est un acteur dans ce domaine. In the Q&A. Il y a eu des éléments intéressants évoqués au cours de la séance de questions-réponses, c'est-à-dire que les crises sont interconnectées, mais en même temps, nous avons différents niveaux de compréhension des soutiens et d'alignement. Ainsi, parfois, les mesures visent à mettre fin à une crise ou un conflit dans un endroit, mais quand on parle de quelque chose de tangible, comme le cas des munitions, eh bien, cela déplace le problème plutôt que le résoudre d'une manière globale. Et la valeur du suivi pour en savoir davantage sur le moment où le commerce devient illicite, le détournement, la recherche, souligné au cours de la première séance également. Alors maintenant, je sais qu'il est déjà 18h02 et je pense que il existe 2 éléments qu'il me reste à évoquer. Premièrement, la participation en ligne. On a demandé qu'il y ait plus d'informations sur l'assistance. Comment obtenir les orientations et la valeur de l'échange d'informations et de connaissances. Et dans cette veine, je pense que ce symposium est une occasion de partage.
je l'ai vu dans la réponse de Mathilda, 2 personnes demandent un deuxième symposium. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je vous ai fait un rapport. Merci. Merci, Andrea. Merci beaucoup. Alors, avant de dire quelques mots moi-même, j'aimerais vous donner la parole. Bien que la journée était très longue, fructueuse, très bien remplie, sur des échanges, sur de nombreux thèmes, je voudrais savoir si dans la salle ou en ligne, il y aurait des participants, des collègues qui souhaiteraient dire quelque chose d'important et qui n'aurait pas été reflété dans le résumé ou qui n'ont pas été évoqués et qui n'ont pas pu apporter de contribution aujourd'hui et qui souhaitent le faire. Ce serait le bon moment de le faire. Nous avons le représentant du Libéria, je vous prie. Je n'ai pas de questions. Je veux remercier les rapporteurs de leur travail remarquable qui ont évoqué les points saillants de ce que nous avons évoqué aujourd'hui depuis le début de ce symposium. Alors, j'aimerais que l'UNIDIR nous envoie ou nous donne le moyen d'avoir accès au texte des rapporteurs afin que moi-même et nos collègues puissions avoir accès à ce qui s'est passé aujourd'hui au cours du symposium. Merci beaucoup. Thomas, je vous prie. J'ai 3 choses à dire et qui ont déjà été évoquées, mais j'aimerais les souligner. Au sein du système des Nations Unies, il faut développer la prise de conscience sur le fait que le résultat des courses, c'est qu'il s'agit d'une question de volonté politique. Je me souviens, il y a quelques années, quand on a développé le SOP pour la gestion des armes et dans la question du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, DDR sigle anglais, eh bien, la prise de conscience auprès d'instances politiques pertinentes de l'ONU, c'est important. D'autre part, j'aimerais relever ce qu'a dit le collègue du Burundi. Toutes mes excuses si ce n'était pas le collègue du Burundi. Quand on parle de la collecte des armes, il faut pouvoir faire une activité de réconciliation vigoureuse. J'ai vu ce qui s'est passé en Colombie pour la collecte d'armes et il y a eu un aspect de réconciliation très important. Alors, de votre côté, de mon côté, je pense que ce type de collecte peut être un élément très important pour reconstruire la paix. En outre, l'initiative de Humanium, je pense que certains d'entre vous le connaissez, c'est une initiative suédoise ou norvégienne, c'est-à-dire fournir aux communautés les moyens de mettre en œuvre des projets. Donc Humanium, il s'agit d'un projet issu du processus de transformer des armes recueillies, différents processus, en armes. Ah, vous avez un tel objet. Andrea en a qui sont vendus assez peu cher. Je me souviens, le Conseil de sécurité avait reçu un de ces objets et il s'agit de quelque chose qui pourrait vraiment faire un effet très positif au niveau des communautés. D'autre part,
les armes et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Les deux éléments alimentent les conflits, y compris avec l'acquisition des armes. Merci beaucoup, merci Thomas, merci. C'est bien noté. Et merci d'avoir évoqué des détails qui, pour certains, ne sont pas aussi bien connus. Et alors, Du Burundi, s'il vous plaît. Et après, le Nigeria. Je voudrais partager avec les autres une des stratégies qui est très importante pour lutter contre la prolifération des armes légères de petit calibre, mais qu'on n'utilise pas très souvent. C'est surtout le monitoring sur la violence armée. Si on arrive à faire des statistiques sur la violence armée dans un pays, ça peut inciter l'administration territoriale pour conjuguer beaucoup d'efforts dans la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre, parce que chaque mois, par exemple chez nous, chaque mois, on doit faire un rapport qu'on doit donner au niveau hiérarchique et jusque dans les provinces, dans les entités provinciales. Et comme ça, chacun voit les incidents qui se produisent dans son entité et doit conjuguer beaucoup d'efforts pour juguler ces incidents. Donc, c'est un outil qu'on peut se servir pour juguler le flux des armes dans le pays. Merci bien pour cette contribution. And I see. La représentante ou le représentant expert du Nigeria. Oui, merci beaucoup. J'aimerais me faire écho du fait qu'il n'y a pas de solution qui convient à tous. Les pays connaissent des problèmes différents et pour moi, il faut gérer chaque pays d'une manière individuelle. Et je pense qu'il n'y a pas de questionnaire qui pourrait répondre à des problèmes spécifiques à certains pays. Je vais donner un exemple. Au Nigeria, tous les achats publics d'armes impliquent ce que l'on appelle un certificat d'utilisateur final, EUC, en sigle anglais, dans un bureau. Si vous allez dans un autre pays, je ne vais pas nommer les pays, il existe plus d'une seule institution qui délivre des certificats d'utilisateur final. Donc, je voudrais suggérer que l'on encourage les pays à envisager d'avoir un seul bureau, un seul service. Je ne souhaite pas nommer de pays, mais je pense qu'il devrait y avoir un pays ou une personne, une entité, disons. Moi, j'ai tenu à parler de l'exemple du Nigeria parce que cela me regarde. Merci beaucoup de cette contribution. Merci. Alors, je regarde la salle. Nous avons 2 personnes qui souhaitent intervenir. Et ensuite, nous pouvons... Représentant et l'expert du Haïti. Oui, Yves Neptune des douanes haïtiennes. Je voudrais vite rebondir par rapport aux considérations du collègue qui vient de prendre la parole. Et bon, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord. Je crois, et à entendre tout à l'heure quand j'étais sur la table, et l'introduction de Burundi, c'est presque les mêmes réalités en Haïti. Et
que vous soyez en Amérique ou en Afrique, et on peut s'inspirer des 10 domaines clés de la gamme, notamment en matière de coordination nationale. Donc, c'est ça l'esprit de ces instruments. Donc, il faut arriver en matière de gestion de la gamme, de parler le même langage. Donc, il n'y a pas vraiment de disparité. D'autant plus, on parle d'appropriation nationale. C'est ça, c'est là la nuance. Sur la ligne de base, dans la gestion des gammes, les 10 domaines clés, on doit les approprier, mais au point de vue national. Il y a certaines réalités que je pourrais accepter, mais les principes de base restent la même. Je vous le dis, je viens de faire l'expérience tout à l'heure avec l'introduction de Madame de Bondi. On dirait on est en Haïti. Donc, il faut arriver et à s'approprier, tout au moins à améliorer et cette appropriation sur le plan national en ce qui concerne le cycle de vie et de la gestion des armes à feu et de munitions. Donc, nous vivons presque tous les mêmes réalités, que vous soyez du nord ou du sud. On parle d'armes à feu et de munitions. Merci. Merci aussi pour cette contribution et les commentaires. On vous remercie. There is one. Il y a une dernière intervention et ensuite. Oui, je souhaitais faire une intervention de suivi. Alors, pour ce qui est des politiques et des pratiques mondiales, je pense qu'il faut qu'il y ait un soutien pratique pour tous. Et les politiques, d'une certaine manière, peuvent s'appliquer à tous les pays. Si des pays décident de s'écarter du protocole que nous souhaitons obtenir, cela peut être problématique. Je pense que finalement, les difficultés sont assez bien distribuées dans tous les pays, ce sont les mêmes. Pour ce qui est des détails, c'est autre chose. Merci. L'interprète vous souhaite une excellente soirée. Les services ont pris fin. I really think that we should bring it back here. Unfortunately, the time for today, we are coming to an end, and we have a few minutes left also for logistical reasons. I think from our side, I once again wish to thank, of course, Andrea for really the preliminary summary that was provided by you, as well as the additional points that have been made just now and contributed just now. From UNIDIR's side, we are committed and we look forward to continuing our path and this primary research pillar, strengthening weapons and ammunition management frameworks at the national level, regional level, but also increasingly multilaterally. And this symposium has been one of the first of its kind, and we'll hear about an opportunity also to monitor and learn from this experience. But certainly looking forward, we have taken note of also some research areas that have been noted and identified that could be of interest. I think with the tool or several tools in this area that UNIDIR has developed and that are already available, there is also further opportunities with regards to the reference methodology for supporting baseline assessments at the national level. One point that struck me today is that by now the reference baseline has grown. It's 15, and I think one point that came for me very strongly this morning was that there may be opportunities also not just for regional dialogue, but also cross-regional sharing of experiences, including some that were present here today, but
but maybe moving forward also this is where UNIDIR could also make a contribution. And then there was what was mentioned with regards to the United Nations, where we look forward to continue to promote a whole of system consideration in contexts where there may be a need, and further explore that as well. I think the several points that were made today as well have been well noted, including the primacy of politics and finding political solutions in some context, and to consider those in addition to other important points that were mentioned by United Nations entities. But that's just a few. So to once again underline that we remain fully committed to this and to providing research and knowledge products, support on the use and application of existing tools, further refining it, as well as contributing with further opportunities for dialogue. And with that, maybe that's been a few thoughts from my side, and I believe from our side. But to just underline, and that's in response to the immediate next steps that what we have from our side. We look forward to providing a factual report, a summary report from the proceedings of the symposium of today within the next few months, and hopefully a report that can be and will be made publicly available by UNIDIR, and that we will encourage for all of you also to support us in sharing and further disseminating and using that summary report. Please also, for those that have contributed through speaking engagements, allow us to follow up with you in due time to ensure that we can accurately reflect what has been shared. We look forward to, of course, cooperating and collaborating with all of you in that moving forward. And that's the immediate next step. But more generally, I think what remains for me is to really and very sincerely thank you all for this, as has been mentioned this morning by our director from UNIDIR. It is our hope that this is a first attempt and first of its kind platform on WAM at the global level, and we look forward to a potential future and similar opportunities that we will have, and to working together and to continue to walk that path together with you. That's from my side, and with this, I'd like to hand over to you, Paul, for some closing considerations and remarks. Thank you. Thank you, Hardy. Thank you, Mathilde, and thank you, Andrea. So we've come to the end of our first global symposium on weapons and ammunition management. And I'd like to focus my closing remarks on giving my sincere thanks to all of you that participated in this pilot symposium. I should, of course, first begin with thanks to UNIDIR's funders that made this meeting possible, and in particular, Finland, France, Germany, and Switzerland, that so generously continue to fund our work on weapons and ammunition management. We're also very grateful to all of our speakers, especially those of you who traveled many kilometers or miles to get here from Geneva from outside. And we look forward to continuing to strengthen our cooperation with you to strengthen WAM around the world. Thank you for sharing your expertise, your recommendations, and also the challenges that we'll take on if you'll accompany us on the journey to meet them. And I'd also like to thank our wonderful interpreters who may well have disappeared, but I took as a key message from today that we need to be able to communicate effectively for bringing this global WAM community together across regions and across the globe. I'd like to thank every participant here in Geneva in the room that's managed to stay with us, and also those of you joining online. Please do provide your feedback and your recommendations, and we look forward to more opportunities for exchange and cooperation in the future, although no promises on a WAM symposium in 2024. The idea for a global symposium on WAM has been on the desks in UNIF for some time.
well before the time I joined a couple of years ago. So I'm delighted to see it come to life. And I look forward to reading the key findings in the summary report that Hardy has promised we will release early next year. I now need to see if I can make it available not just in English, French, and Spanish, but also Portuguese and other languages I'm sure that will come forward. For those of you that have a few spare hours, you can also rewatch the sessions on YouTube, as they will shortly be made available there on Unidea's channel. Today's event, I really have to underline, would not have been made possible without the incredible efforts and the creativity of Unidea's conventional arms and ammunition program. And I'd like to give special thanks to my fantastic colleagues. Please take a bow: Matthew, Hannah, Mathilde, Theo, Sarah, and Andrea. With special thanks to May for making sure that we could all meet here, that we could eat here, and that for those of you in Geneva, you get a cap to wear with WAM on it. And a particularly special thanks to Hardy for overseeing the entire process, for putting this symposium together. It's with thanks to him that you're here. It's a privilege to work with such committed colleagues, and I hope that you'll give them the round of applause that they fully deserve when I say, distinguished participants, with deep gratitude, I declare the 2023 Global Symposium on WAM finally closed. Thank you.